Dernier. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. On retrouve Mario Dumont. Les crimes haineux se sont multipliés dans les derniers jours à Montréal. Les élus ont appelé au calme. As-tu l'impression, Mario, que la tension va diminuer, va baisser, que le message va passer? C'est une bonne question, hein? Je pense que c'est utile que les élus fassent ça. Je pense que ça peut avoir son effet. La question, c'est est-ce que, tu sais, les gens qui sont crinqués, là, ceux qui étaient à l'Université Concordia puis qui hurlaient des insultes aux autres puis qui traitaient tu sais, un prof qui traite des jeunes filles de putes parce qu'ils sont juives, est-ce que lui est encore à l'écoute là, des leaders politiques puis de M. Trudeau puis du bon sens puis d'un appel à un certain apaisement? C'est ça qui est pas certain. Mais je pense que dans l'ensemble d'une société, il y a des gens, tu sais, c'est comme un moment donné, il y a comme un engrenage qui peut partir, que des têtes les plus chaudes, là, tu sais, que d'autres gens se fassent embarquer. Et c'est là, je pense que l'appel peut avoir son effet, là, que les gens disent, ben oui, là, on est en train de se faire embarquer dans quelque chose. Alors, je pense que ça peut, oui, avoir son effet, mais ça fera pas disparaître de la société. Je pense qu'il y a quelque chose qui est devenu inévitable. Il y a des gens qui sont radicalisés, peut-être de part et d'autre, dans tous les camps, et qui vont être difficiles à ramener. Mais pour l'instant, si on regarde les actes haineux, là, les gestes, c'est vraiment la communauté juive là, qui en a cette semaine. C'est la communauté juive qui les a subis. Sur une synagogue, là, je pense même 2 synagogues, il y a eu des attaques, dont une, c'était carrément cocktail Molotov, des tirs de fusils, là, d'armes à feu sur des écoles, un kiosque à l'Université Concordia, les images qu'on voit, un kiosque qui a été, comme ni plus ni moins que les gens ont été agressés. Donc, c'est... puis on nous dit, là, du côté de la communauté juive... C'est rendu que les gens ordinaires sont nerveux de faire leurs activités régulières sur la rue. Là. Il faut le dire aussi, c'est pas juste à Montréal. Hein. Dans le Canada aussi, là, on pouvait lire là, dans les journaux anglais, c'est la même chose à Toronto, à Vancouver aussi. Oui, absolument. Oui, c'est un problème. Tu sais... Je me reporte, là, je nous ramène le 48 heures passées. Mercredi matin, Justin Trudeau se présente à la Chambre des communes comme d'habitude, c'est jour de caucus. L'image, moi je l'ai parce que je le présente toujours en direct. Là. Il arrive dans l'escalier, il tourne à droite, puis il y a un corridor qui mène à son caucus. Et généralement, à la dernière marche de l'escalier, les journalistes sont là. Okay. Donc, il répond à une question ou deux. Souvent, les journalistes vont poser la question du jour, là, la grosse affaire d'actualité du jour, puis il va donner quelques remarques là-dessus, puis il rentre dans son caucus. Et cette semaine, on a eu quelque chose de complètement différent. Là, il s'est arrêté. Il y avait visiblement un message qui était prêt. Un message long. D'abord sur la nécessité d'une pause longue à Gaza pour des raisons humanitaires. Donc, il a établi son message de fond. Et ensuite, il est revenu avec une sortie très, très personnelle, très émotive sur ce dont on vient de parler, là, l'appel à la paix, l'appel au calme, le fait qu'il fallait s'écouter au Canada, qu'il n'y avait rien qui justifiait, que c'était inacceptable, des discours haineux ou des gestes haineux au Canada. Et à ce moment-là, oui, il y avait quelque chose qui montait, mais moi, j'ai l'impression que M. Trudeau sentait quelque chose. Puis quand je dis sentait, il y a une partie instinct politique, il y a probablement aussi une partie, il est premier ministre du Canada, il a accès aux meilleurs services de renseignement, le SCRS, la GRC, les corps de police. Toute l'information là, sur ce qui se passe sur le terrain remonte vers le haut, c'est normal dans un gouvernement. Et peut-être que lui avait un portrait où il était déjà inquiet là, de l'état du climat social. Et est-ce que tu dirais que c'était du bon Justin Trudeau, là, le Justin Trudeau qui a été élu? Oui, clairement. Le chargé de cours dont tu parlais de l'UDM, qui a insulté des étudiantes juives à Concordia, il a été suspendu avec solde. C'est ce qu'on devait faire? Ouais. Oui, c'est ce qu'on devait faire. Je pense aussi que l'Université de Montréal, ils paraissent pas bien là-dedans. Peut-être qu'ils ne l'avaient vraiment pas vu. C'est parce que là, ce qu'on a vu, écoute, ça, c'était amplement, à mon avis, d'aller dans une autre université. Les propos qu'il a tenus à l'endroit d'une étudiante sont totalement inacceptables. Sauf que, suivant ça, des gens sont allés vérifier sur ses réseaux sociaux. Sincèrement, il y avait sur ses réseaux sociaux du discours haineux déjà amplement, l'apologie du terrorisme, il applaudissait les événements du 7 octobre, donc ce qu'avait fait le Hamas, faisant 1300 morts, violer des femmes, tout ça, pour lui, c'était tout bien, là, selon son espèce de célébration de ce qu'avait fait le Hamas sur ses réseaux sociaux. Je pense que l'Université de Montréal, est-ce que personne n'avait vu ça?
Mais tu sais, si on apprenait dans les prochains jours que déjà des gens, par exemple, d'autres élèves ou des gens avaient alerté l'Université de Montréal aux réseaux sociaux du chargé de cours et que l'université n'avait rien fait, l'université paraîtrait mal. Parce qu'il y avait déjà sur les réseaux sociaux, à mon avis, amplement de matériel pour soulever des questions. Ah oui, puis qu'est-ce qu'il disait dans ses cours? C'est la question, c'est la question qu'on se pose. Là. On aurait voulu entendre. Repassez-nous s'il y avait une caméra dans la pièce, repassez-nous le film de ses cours depuis le début de la session. On parce est quand même, intéressés. on est au Oui, on est au niveau universitaire. Là, on s'attend de voir des gens qui présentent pas un discours partisan juste d'un côté, qui font réfléchir, qui mettent les enjeux sur la table, qui amènent les jeunes à se poser des questions. Lui est dans un département d'histoire, donc les références historiques. C'est difficile de l'imaginer dans ce genre de nuances-là, d'équilibre des choses, dans la mesure où on le voit là, dans son comportement. Difficile d'imaginer que tout ça ne teintait pas sa façon d'enseigner en classe. On voulait parler également avec toi, Justin Trudeau, François Legault, hier. On annonce des sous pour créer de l'habitation. Et François Legault a dit le défi demeure de construire et qu'on était vraiment dans une crise en ce moment. Il a dit un problème vraiment grave. Est-ce que tu trouves que ça lui a pris du temps avant de réaliser que c'était un problème vraiment grave? Oui. La CAQ est rentrée dans la crise du logement un peu après les autres. En même temps, l'idée de crise du logement, je me souviens des premières questions que posait Québec solidaire. Parce que si on veut leur donner un crédit, ils ont été probablement les premiers à sonner la cloche sur la crise du logement. Mais il faut quand même se dire que les solutions de Québec solidaire, là, c'était... Solution de Québec solidaire, pour une bonne partie, c'est du logement social. Que le gouvernement construise des logements sociaux. Impossible. C'est impossible que la seule solution à la crise du logement, ce soit de faire juste des logements sociaux construits par le gouvernement. Il faut qu'ils se construisent. Oui, il faut plus de logements sociaux, mais il faut plus de logements, point. Alors, le gouvernement a eu quand même à bâtir une stratégie d'ensemble pour améliorer la situation du logement. Là, maintenant, on a une entente avec le fédéral, donc on met 900 millions à Québec, mais qui viennent s'additionner aux 900 millions que le fédéral verse. Ça fait 1,8 milliard. Donc là, on commence à avoir des moyens. Ouais. Ce qui est malheureux, c'est que la crise du logement, c'est maintenant. Et puis, le gros du plan qui a été présenté, on l'oublie, mais le gros du plan qui a été présenté, c'est en 2025, 26, 27 encore plus. On ne peut pas toujours se tourner sur un 10 cents au gouvernement. Donc oui, il y a des nouveaux logements pour 2024, mais dans le fond, il y en a plus en 25, 26, il y en a plus pour les années subséquentes où on aura plus de temps de préparer les plans, alors que la crise, elle est maintenant. Et ce matin, tu signais encore une bonne chronique sur un sujet qui est hyper important. Et comme tu le dis, c'est un sujet qui est tabou. La sous-scolarisation des garçons qui s'aggrave encore là, au Québec. Et on en parle très peu. Ouais. En fait, ce qui m'a accroché là-dessus, c'est que le ministre Éric Girard, dans sa mise à jour économique de cette semaine, écoute, c'est dans le dernier chapitre, celui sur l'économie, donc atteindre le plein potentiel économique du Québec. Puis dans la troisième partie du dernier chapitre, il vient d'arriver à la question de l'éducation. Si on veut atteindre le plein potentiel économique du Québec, il faut des entreprises, il faut des PME, il faut ceci, il faut cela. Et il faut une bonne éducation. Et là, il faut une bonne éducation, on a un tableau où on dit, ouais, mais là, notre problème au Québec, c'est les garçons. C'est la sous-scolarisation des garçons. Et donc, mais c'est quand même intéressant, c'est documenté. Et j'étais en double réaction. Je me disais, d'un côté, c'est bien que le ministre des Finances soulève cette question importante dont on parle si peu. De l'autre côté, je me disais, mais ça a quand même pas de bon sens qu'une question sociale, tu sais, une génération d'hommes insuffisamment éduqués, c'est une catastrophe sociale, là. Est-ce que c'est normal que ça arrive dans la fin du chapitre, du dernier segment, d'une mise à jour économique, au nom de la perte de productivité? Dans le fond, le ministre des Finances, là, il n'est pas dans tous les aspects sociaux et autres. Il est strictement sur, il y a une perte de productivité. Pour l'économie future du Québec, des milliers de gens qui partent pas de diplôme des écoles, eux, là, en termes de productivité, ils nous amènent pas où on voudrait être. Il me semble que c'était quand même limitatif. Là. Oui, il y a l'aspect économique, mais il y a un aspect social, il y a un aspect beaucoup plus grave sur ce que vont être les hommes dans une génération, dans 2 générations. Tu sais, le jeune qui part à 20 ans, pas de diplôme là, aujourd'hui, là. Tu sais, dans l'économie de demain, avec l'intelligence artificielle, la technologie, le numérique,
il va rester quoi comme emploi? Il va y avoir quoi comme emploi disponible? On me dira, ouais, il va toujours en avoir, mais de moins en moins là, de perspectives. Donc, on devrait mettre le cap là, vraiment sur la réussite de nos jeunes. Puis l'écart entre les garçons et les filles là, continue de s'accroître. Puis l'idée est certainement pas de réduire la réussite scolaire des filles pour rattraper les garçons. Là, tant mieux. On est à une époque où les filles réussissent mieux à l'école, ils vont plus longtemps, vont à l'université. Bravo, bravo, bravo. On veut pas revenir dans les années 40. Mais il faut penser à nos garçons. À nos garçons, exactement. Mario Dumont, bon week-end. Merci.